tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. On a tous un petit peu d'avance, donc c'est parfait. On va de toute façon attendre encore quelques secondes. Donc, merci de votre présence. Alors, il est 12h30, donc vous arrivez tous petit à petit. Ce qu'on va faire, c'est que, en attendant de démarrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se présente un petit peu chacune, et en particulier, Nadège va avoir le temps de se présenter, et je vais juste me permettre de commencer. Donc, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Donc, avec Ma Bonne Fée, nous travaillons aux côtés d'une centaine d'entreprises pour soutenir les collaborateurs dans leur quotidien et leur vie professionnelle et personnelle sur des sujets RH à impact. Donc, ça va être la conciliation des temps de vie, la diversité et l'inclusion, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, et tout ce qui est soft skills, c'est-à-dire ce qu'on appelle les compétences douces. Donc, on donne accès à l'ensemble des collaborateurs à leur espace personnalisé dans lequel ils peuvent retrouver des experts, des parcours de formation et des services, c'est-à-dire de l'aide concrète, l'objectif étant toujours d'améliorer la productivité au sein de l'entreprise. Donc, voilà, ça c'était pour le petit pitch de départ. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui nous tient profondément à cœur, et surtout de vous proposer ce premier webinaire qui est dans le cadre d'un cycle de webinaires sur les sujets de l'égalité professionnelle femmes-hommes, du sexisme, de la parentalité égalitaire, tout ça avec Nadège Dazi, notre formatrice et experte du sujet. Donc, sans plus tarder, je te laisse, Nadège, prendre le relais. Ok, ben merci Delphine. Donc avant de vous partager ma présentation, juste vous dire quelques mots sur qui je suis. Donc je m'appelle Nadège Dazi, je suis consultante formatrice en effet sur les matières d'égalité femmes-hommes dans la sphère professionnelle, mais également de manière un peu plus large sur les questions aussi qui traitent à la parentalité égalitaire et l'éducation non stéréotypée. Donc j'interviens que ce soit en entreprise, dans le secteur public, mais aussi avec les écoles, vu que finalement tout part des conceptions qu'on a étant enfant. Voilà, donc le temps étant compté, je vous propose de partager mon écran et de commencer cette présentation sur les stéréotypes et les biais. Donc je vais, voilà, donc vous partagez mon écran. J'espère que vous le voyez bien. Donc aujourd'hui, pendant 1 heure, on va parler des stéréotypes et des biais inconscients. Donc l'idée, ce sera de vous donner quelques pistes, principalement issues des sciences cognitives, pour essayer de mieux comprendre ce que sont les stéréotypes, ce que sont les biais, de les repérer au quotidien, et aussi quelques pistes pour les gérer et y faire face. Alors, donc pendant cette heure, les micros sont coupés, néanmoins l'interaction est vivement souhaitée. Donc je vais vous poser des questions aussi pour que vous... voilà, l'idée c'est que vous puissiez répondre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser pendant le temps de la présentation, et je vais essayer de ne pas prendre 1 heure de présentation pour laisser aussi un temps pour les questions et réponses. Et évidemment, s'il y a des commentaires, toujours de manière bienveillante. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est l'élément central qui vous permet généralement de prendre une décision dans votre sphère professionnelle? Donc, c'est-à-dire, si vous avez un travail, comment est-ce que vous avez choisi ce travail? Si vous êtes RH, comment est-ce que vous avez choisi un candidat? Si vous avez un dossier à confier à quelqu'un, comment est-ce que vous avez confié ce dossier? Donc, quels sont les éléments, quand vous prenez une décision, qui vous permettent de décider finalement? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Que pour le moment, d'ailleurs, je ne vois pas Delphine. Alors, on nous dit, alors moi j'aime toujours participer, hein, donc je participe aussi. Donc moi, on est plusieurs à proposer les compétences. Ouais. Certains proposent également les faits, les compétences émotionnelles, l'instinct personnel,
Ok. Et donc, du coup, j'ai une autre question derrière, c'est est-ce que, du coup, vous pensez que ces éléments, finalement, sont des décisions purement rationnelles? Ici, c'est oui, non. Alors là, on a clairement que des non. Alors, je ne sais pas si c'est le Et titre non, voilà. du webinaire qui influence ou pas, mais en effet, ce qu'on va voir en fait pendant cette heure, c'est comment nos perceptions sont influencées et en fait, l'être humain n'est pas forcément un être de toute rationalité. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de regarder 2 dessins. Sur les dessins, vous allez devoir répondre très rapidement sur ce que vous voyez. Donc, je ne vous demande pas de réfléchir. Donc, je vous propose un dessin, vous mettez ce que vous voyez. OK. Et sur l'autre dessin, pareil, vous me mettez ce que vous voyez. Alors, du coup, ouais. Donc, je vois que certains ont vu l'esquimau, certains ont vu l'Indien, certains ont vu le canard, certains ont vu le lapin. Certains ont vu un oiseau. Donc ça, moi, je ne l'avais pas vu sur le premier. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, ces deux images, qu'est-ce que c'est? Ce sont des illusions d'optique. Donc qu'est-ce que c'est que des illusions d'optique? En fait, ce sont des images qui, en tout cas l'image du lapin-canard, a été dessinée en 1900 pour nous montrer l'influence de notre environnement sur notre perception. Parce que ce dessin du canard-lapin, il avait été montré à la période de Pâques et plus ou moins tout le monde y voyait un lapin. Alors que quand on le montrait en hiver, généralement, on y voyait un canard. Donc, ce qui veut dire déjà qu'en fonction de notre environnement, en fonction de ce que nous avons autour de nous, de ce que nous connaissons, de ce que nous percevons, nous allons voir les réalités de manière différente. Donc ici, on voit déjà qu'il n'y a pas une seule réalité, donc que nos perceptions sont influencées par finalement ce qui nous entoure. Et si je vais un pas plus loin, et si je vous montre ce dessin que vous connaissez peut-être, qui est en fait un dessin de Magritte, donc c'est un peintre belge, et ce dessin s'appelle La trahison des images. Et ce dessin, en fait, dit ceci n'est pas une pipe, ce qui paraît un peu surréel vu qu'est bien dessiné une pipe. Mais en fait, ce que Magritte voulait dire ici, c'est que la représentation d'une chose n'est pas la chose elle-même. En effet, ce n'est pas une pipe, c'est un dessin d'une pipe. Et en fait, Magritte s'est basé pour faire ce dessin sur une autre phrase qui avait été dite avant lui par Alfred Korzybski, qui était un philosophe, qui avait dit « la carte n'est pas le territoire ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « la carte n'est pas le territoire » Eh bien, la carte n'est pas le territoire, ça voulait dire que moi, si je regarde par ma fenêtre, je vois le monde réel, mais je le vois avec ma propre carte. Donc, c'est-à-dire que ma propre carte, c'est en fonction de ce que vont être mes points d'intérêt. Moi, si je regarde, je vois une cheminée qui fume au loin, ça va être la première chose que je vais voir, peut-être parce que j'ai meurs d'envie d'avoir un feu de cheminée chez moi, que si quelqu'un d'autre regarde par la fenêtre, il va voir la neige parce qu'en fait, il a juste envie d'être au sport d'hiver maintenant. Pourtant, on a exactement la même vision devant nous, mais on ne va pas voir les mêmes choses. Et ici, en fait, dans la carte n'est pas le territoire. Cette carte, qui à l'époque était une carte papier, donc on n'a plus vraiment, mais si on regarde Google Maps, c'est pareil, c'est une vision simplifiée de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et en fait, cette petite phrase de Korzybski ainsi que ce dessin de Magritte, ils vont nous amener à ce qu'est un biais et ce qu'est un stéréotype. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais? De quoi est-ce qu'on parle en fait exactement quand on parle d'un biais? Alors, une des significations du biais, en grec, ça veut dire violence. Violence, pourquoi? Parce qu'en fait, la violence, c'est quand je colle un biais sur quelque chose, ou plutôt sur quelqu'un, généralement, j'annihile un peu son individualité. C'est biaisé. Donc, généralement, ce n'est pas forcément positif. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et quand moi, je le fais, quand j'ai des comportements qui sont biaisés, c'est aussi assez violent, parce que très souvent, on aimerait bien, justement, être cet être complètement rationnel, mais force est de constater qu'on ne l'est pas. Et en fait, cette notion de biais a surtout après été développée dans les années 70 par deux chercheurs et ils ont parlé des biais cognitifs. Ces chercheurs, c'était Daniel Kahneman et Amos Tversky. Daniel Kahneman a d'ailleurs gagné le prix Nobel d'économie en 2002 parce qu'il était philosophe et économiste. Et dans les années 70, quand il a parlé de ces biais cognitifs, il parlait finalement des décisions irrationnelles qui étaient prises dans le domaine économique.
Et maintenant, quand on parle de ces biais, parce qu'il y a eu énormément d'études sur justement ce que sont les biais, depuis en fait ce concept qui a émergé dans les années 70, la psychologie cognitive et sociale a énormément développé les études des biais, on voit qu'il y en a énormément. Et en fait, maintenant, quand on parle de biais, on parle des différentes façons rapides et intuitives de porter des jugements ou de prendre des décisions. Et en fait, ici, si on revient à Karoubisky, on voit que rapide et intuitif, c'est-à-dire que moi, j'ai ma carte du territoire, vous avez la vôtre, elles sont uniques. Et en fait, c'est des manières assez rapides et intuitives de voir le monde, de percevoir des gens, de percevoir aussi des situations. Et c'est quelque chose qui nous est tout à fait propre. Et c'est ça, en fait, un biais. Avoir un regard biaisé, c'est regarder les choses de manière rapide et intuitive. Et alors, à côté de ça, qu'est-ce que c'est un stéréotype ? Un stéréotype, en fait, c'est une forme de biais. À la base, en fait, le terme, cependant, de stéréotype vient de l'imprimerie. C'était un processus qui permet de copier des mêmes caractères avec des formes en relief. Et d'ailleurs, un stéréotype se disait aussi un cliché. Et quand on parle de cliché, maintenant, on ne parle pas forcément du terme d'imprimerie, mais qui a aussi un lien avec le stéréotype tel qu'on le connaît actuellement. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de voir comment a évolué le mot. Donc, d'un processus d'imprimerie qui permettait finalement de reproduire à l'identique des caractères, on est passé à la fin du 19e par la stéréotypie, qui était là une pathologie mentale, qui était caractérisée finalement par un mode d'expression verbale ou un comportement répétitif et rigide. Donc, on voit déjà ce côté répétitif, rigide. Et maintenant, quand on parle de stéréotypes actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est généralement un ensemble d'attributs qui sont consensuellement, ou en tout cas majoritairement, associés à une catégorie de population. Donc, par exemple, en termes de stéréotypes, très souvent, on va dire que les femmes n'ont pas forcément le sens de l'orientation, on n'est pas très bonne en maths, mais par contre, on est très empathique. Qu'un homme, en termes de stéréotypes, ce sera quelqu'un qui est beaucoup plus autoritaire, qui est souvent obsédé par le sexe, mais qui n'est pas toujours très empathique, justement, au contraire. Donc ça, ce sont les stéréotypes, c'est-à-dire des ensembles des attributs qu'on va coller à certaines catégories de population. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, si on sait que le biais vient du terme violence, pourquoi finalement avons-nous des comportements stéréotypés et des comportements biaisés? Alors que très souvent, on a envie d'être rationnel, on n'a pas envie de blesser les gens, on le fait de bonne foi. Si je dis à quelqu'un... à une femme, tiens, je pense que tu es quand même beaucoup plus capable que de faire ce dossier en même temps qu'un autre, parce qu'on sait bien que les femmes sont multitâches, j'ai pas envie de la blesser, moi, cette femme, en lui disant ça. Et pourtant, on est complètement dans un stéréotype. Donc du coup, pourquoi, je vous pose la question objectivement, pourquoi pensez-vous finalement que nous sommes biaisés et stéréotypés un peu malgré nous? Est-ce que vous avez des idées? Alors, je vais lancer. Donc, on a avec sa culture et son éducation, donc il y en a beaucoup qui parlent de l'éducation, de la culture, parce qu'on interprète rapidement et qu'on prend des décisions dans la vie quotidienne. Donc, on a à nouveau culture et éducation, le raccourci du cerveau, parce on naît même avec, du verbe naître. Ouais. Peut-être parce qu'on se projette aussi, soi personnellement, et qu'on plaque sa propre idée, voilà. Donc, Cécile dit, ce sont ses propres clés de lecture. On parle aussi des métiers très genrés, encore aujourd'hui, des difficultés à dire non, l'envie de bien faire, de prouver qu'on est plus capable. Ouais. Alors, du coup, tout ça est vrai, mais si on remonte vraiment la logique jusqu'au bout, si on détricote, je l'ai vu passer, avant même en plus l'éducation, la culture qu'ils vont avoir, car c'est simple, en effet. En fait, toutes vos réponses vont être développées dans les slides d'après. Mais si on revient vraiment au tout début, en fait, c'est avant même l'éducation, en fait, c'est un processus complètement neuronal de base. C'est-à-dire que dès que l'on est, notre cerveau, donc neurologiquement, en fait, notre cerveau reçoit des millions d'informations à la seconde. Et notre cerveau, il n'est pas capable, aussi malin soit-il, il n'est pas capable de toutes les traiter. Et en fait, pour éviter un burn-out, plus ou moins un burn-out systématique, en fait, notre cerveau va faire des catégories. C'est ce qu'on appelle la catégorisation. Il va faire des catégories, c'est-à-dire que toute information, donc toute donnée, que ce soit des personnes, des choses ou des événements, il va les classer dans des boîtes.
simplement pour se permettre de fonctionner de manière beaucoup plus fluide et rapide. Donc, on va par exemple avoir la catégorie la boîte des femmes, la boîte des hommes, la boîte des personnes âgées, la boîte des personnes handicapées, mais ça pourrait être la boîte des moyens de transport, n'importe. Hein. Vous mettez autant de boîtes que vous voulez. Et ça, en fait, c'est un processus qui est tout à fait sain à la base. Ce qui suit ce processus, donc on a nos boîtes, c'est que dans nos boîtes, en fait, on va coller des étiquettes. Si je prends ma boîte des femmes, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Il va bien falloir que je la remplisse parce qu'une boîte vide, c'est pas très utile. En fait, du coup, en fonction, et c'est là que je vous rejoins dans vos réponses, en fonction de notre époque, de notre lieu de vie, de notre environnement, mais aussi de notre éducation, on va coller des étiquettes sur ces boîtes. Donc, si je prends ma boîte de la femme, qu'est-ce que je trouve dedans? Je vais trouver sur l'étiquette intérêt. Par exemple, l'intérêt pour les femmes, c'est de faire du shopping. Parce que si on regarde encore les pubs, les films, ce qui nous est projeté à la télévision, et ça, dès tout petit, quand vous lisez vos livres, si vous avez des enfants, pour les enfants, généralement, on reconnaît d'ailleurs les personnages féminins parce qu'ils ont des grands sourcils, donc ça veut dire que certainement, ils ont mis du mascara et ils ont un petit nœud rose dans les cheveux. Donc, dès tout petit, on intègre que les femmes, les filles, c'est les intérêts, c'est le shopping, la beauté, etc. Au niveau des compétences, on va très vite entendre aussi que les petites filles, ou les femmes par la suite, elles sont très empathiques, elles ont une bonne capacité d'écoute, elles s'occupent bien d'eux. Donc, dans les compétences, on va coller l'étiquette empathie. Dans les rôles sociaux, ensuite, les femmes, c'est connu, elles s'occupent très bien des enfants. En tant que rôles sociaux, on est aussi mère, bon, si on a des enfants ou pas, mais même si on n'a pas des enfants, finalement, on s'occupe très bien des autres. Donc, dans cette catégorie rôle social, ça sera celle qui prend soin d'eux. Et dans les orientations, ça regroupe tout le reste. Très souvent, on va coller l'étiquette, les femmes, ce sera plutôt dans les métiers de contact, de soins. Alors, on l'a vu avec la crise, il y a énormément de femmes qui étaient dans les personnels soignants, mais aussi dans le monde de l'entreprise, ça va être sur des fonctions plutôt RH, communication. Et ça, c'est nos stéréotypes, parce qu'on se dit que finalement, si on met tout ça ensemble, les compétences, l'intérêt, ça colle bien. Et du coup, là, on est au niveau du stéréotype. Alors, j'aurais envie de vous dire, jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va bien, plus ou moins, parce qu'on verra la semaine prochaine un concept qui est la valence différentielle des sexes, qui fait que finalement, ces étiquettes qu'on colle, elles ne sont pas forcément neutres et qu'il y a une valeur derrière. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus ou moins valorisées. Mais ça, ce sera la semaine prochaine. Donc ici, on s'arrête aux stéréotypes. Donc finalement, ces stéréotypes, ça nous permet d'appréhender le monde d'une façon beaucoup plus facile et de ne pas être en burn-out constant pour gérer ces informations qui nous viennent. Donc, ça va. Par contre, il y a un phénomène qui suit, c'est que nous allons, en fait, à partir de ce que nous savons et nous croyons, accueillir toute nouvelle donnée. Et ça, en fait, ça a été mis en exergue par Jean-François Leny, qui est un pionnier vraiment de la psychologie cognitive, qui a étudié le fait que nous allons opérer une sélection des informations qui nous parviennent et réaliser aussi une sélection des réponses que nous donnons en fonction de ce qu'on croit savoir. Par contre, on vient de voir que ce qu'on croyait savoir et ce que nos perceptions n'étaient pas neutres. C'est-à-dire que tout ce que nous pensons être complètement rationnel ne l'est pas. Mais nous allons aussi interpréter ce qu'on entend en fonction de ce que nous croyons. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. On a par exemple Anne qui est enceinte. Elle a eu 3 mois de grossesse, les 3 premiers mois assez compliqués. Elle ne l'a toujours pas annoncé et à 3 mois et demi, elle va voir son ou sa manager et elle lui explique que voilà, elle est enceinte, elle est extrêmement contente. Mais bon, que les premiers mois ont quand même été compliqués, elle était extrêmement fatiguée. Mais que voilà, maintenant tout va bien. Et que, bon, après, elle verrait comment ça irait à son congé, pour son congé et quand elle reviendrait, mais qu'en principe, ça ne devrait pas influencer grand-chose à sa carrière parce qu'elle est vraiment impliquée dans son boulot. Bon, évidemment, elle a entendu parler de cette fameuse charge mentale, de l'organisation qui était un petit peu compliquée, mais voilà, elle pense qu'elle va gérer. En fait, son manager, qu'est-ce qu'il aura entendu ? Et pas de mauvaise foi, complètement de bonne foi, il va trier les informations et il va les trier en fonction de ce qu'il croit savoir ou de ce qu'il pense. Et en fait, il va penser, sa pensée est influencée justement par ce phénomène de catégorisation et de stéréotype, c'est-à-dire qu'il va se dire, ok, Anne, c'est une femme, comme toutes les femmes, ou en tout cas comme la plupart, elle aura très certainement des obligations et
et finalement des priorités qui vont changer à son retour de congé mat. Et à mon avis, en fait, quand elle me dit qu'elle est fatiguée maintenant et qu'elle me parle de l'inquiétude, charge mentale, etc., il y a quand même de grandes chances qu'elle soit un peu moins investie dans son boulot. Donc, de bonne foi, pour l'aider, en fait, parce que moi, c'est ça que j'ai compris quand elle est venue me parler et quand elle m'a annoncé sa grossesse, en fait, je vais commencer à lui donner moins de dossiers un peu importants parce que c'est ce que j'ai compris. Et je suis contente de le faire parce que finalement, ça va l'aider. En fait, Anne, elle n'avait pas du tout dit ça. Mais le ou la manager aura trié les informations en fonction de ce qu'il pensait et de ce qu'il croyait savoir. Et ce phénomène, en fait, si on n'y prend pas garde, eh bien, ça peut se transformer en discrimination. Parce que si on refait la boucle, le premier, c'est la catégorisation. Phénomène tout à fait neuronal, normal. J'identifie un groupe de personnes sur la base de points communs, les femmes, les hommes. Ensuite, j'associe à ce groupe des caractéristiques différentes, mais qui sont figées. Donc, je n'individualise plus les personnes, simplement je les regroupe. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la douceur, l'empathie, l'instinct maternel, de l'autre, l'autorité, la force, la détermination. Ici, on est au niveau du stéréotype et au niveau d'une croyance, c'est ce que je crois. Si je passe de cette croyance un pas plus loin, j'arrive à ce qu'on appelle un préjugé. Un préjugé, ici, on est dans l'ordre du jugement. Donc, sur base de ces caractéristiques, sur base de ces stéréotypes, je vais émettre un jugement de valeur. Les femmes ont un instinct maternel, donc elles préfèrent s'occuper de leur nourrisson que revenir travailler trop rapidement. Ça, c'est un jugement. Si ça s'arrêtait là, bon, on est d'accord, c'est pas génial. Mais ça peut aller. Il peut garder cette croyance pour lui et tout va bien. Sauf que ce qui peut se passer, c'est que du jugement, on va arriver à un comportement. C'est-à-dire que maintenant, on va mettre en action nos jugements avec, par exemple, j'agis parce que je sais que tu es une femme, tu as un instinct maternel fort, je ne te nomme donc pas à ce poste de responsabilité qui nécessite une grande disponibilité et un engagement solide, mais je le fais de bonne foi. Et il y a une dernière flèche à ce schéma, c'est la flèche qui passe du 4 au numéro 1. Et ici, on est sur ce qu'on va appeler un biais de confirmation ou une post-rationalisation. C'est-à-dire que si on regarde en fait une photo de l'entreprise à l'heure actuelle sur des postes à très haute responsabilité, les femmes sont minoritaires. Alors, quand il n'y a pas de quota, c'est encore pire. Et en fait, le fait qu'il y ait peu de femmes sur des postes à haute responsabilité, eh bien, on va pouvoir dire, ah ben, vous voyez, en fait, les femmes, soit elles n'ont pas trop envie d'y aller, soit quand elles deviennent mères, de facto, leurs envies changent, elles n'ont plus forcément envie d'avoir des horaires et des contraintes énormes. Je vous l'avais dit, c'est normal. Et la boucle est bouclée. Donc, on est parti d'un phénomène qui, à la base, était tout à fait normal, tout à fait sain même, qui était cette catégorisation. Et on est arrivé à des éléments qui étaient des comportements discriminatoires. Alors j'ai bien mis qu'il peut se transformer. Donc je ne dis pas que à chaque fois ça se transforme en discrimination. Et en fait c'est tout l'enjeu aussi ici, c'est-à-dire que à partir du moment où on est conscient de ce phénomène, eh bien on peut casser les petites flèches et arriver à des comportements qui ne sont pas discriminatoires. Mais en tout cas, le premier pas, ça va être d'avoir conscience de ce fonctionnement. Alors, comment déjouer un peu ces stéréotypes et reprendre le contrôle sur notre cerveau? Parce qu'on a dit, ok, la catégorisation, ça se fait dès qu'on est tout petit, on colle des étiquettes, etc. Et je ne sais pas si vous aviez entendu parler, il y a encore quelques années, on parlait de 3 catégories de cerveau. On parlait de ce cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex. Et quand on parlait du cerveau reptilien, eh bien, on disait que généralement, c'était impulsif, on ne pouvait pas le combattre et que de toute façon, c'était comme ça. Les sciences sont un petit peu revenues sur cette interprétation de notre cerveau et nous disent maintenant que finalement, notre cerveau, il fonctionne plutôt suivant 2 modes de pensée complémentaires, avec 2 vitesses de pensée. On a un cerveau qui est rapide et un cerveau qui est lent. Le cerveau rapide, ça va être le cerveau du stéréotype, le cerveau du sans effort, le cerveau de l'inconscient. C'est celui qui va se mettre en place très rapidement. On va faire un petit exercice après, vous allez voir. Et par contre, à côté de ce système rapide de notre cerveau, on a aussi un système lent, qui est beaucoup plus logique, qui se fait avec effort et qui est plus conscient. Donc ici, si je vous dis, faites-le juste dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de le noter. Si je vous dis 10 fois 5, si je vous dis forêt, qu'est-ce que vous voyez? Si je vous dis pilote, médecin, scientifique,
homme ou femme? Alors, je parierais plus ou moins qu'on a plus ou moins tous les mêmes réponses. 10 fois 5, bon, j'espère que tout le monde a eu 50. Si je vous dis forêt, généralement, on pense aux arbres. Pilote, médecin, scientifique, souvent, on voit quand même encore un homme. Alors, le thème du webinaire fait peut-être que vous avez vu une femme, mais souvent, on voit un homme. Par contre, maintenant, et ça, c'est votre système rapide qui a pu vous permettre d'avoir ces images et ces réponses. Par contre, maintenant, si je vous dis 17 fois 24, bon, là, je ne suis pas sûre que tout le monde a la réponse. Ou alors, si vous l'avez, c'est que vous êtes vraiment très bon en maths. Mais là, en fait, pour répondre à la question de combien font 17 fois 24, vous allez devoir activer votre cerveau lent. Vous allez être obligé de développer une certaine logique. Ça va vous demander de l'effort. Et c'est surtout un processus qui est conscient. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à partir du moment où on a ces deux cerveaux, et d'ailleurs, cette dualité a été mise en avant également par Daniel Kahneman et Amos Tversky, dont on a parlé tout à l'heure sur les biais inconscients. C'est eux d'ailleurs qui ont mis à jour le fait que notre cerveau fonctionnait en dualité et que ces deux modes de pensée étaient complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué dans notre cerveau rapide. On n'est pas obligé de réagir avec des stéréotypes de manière immédiate. On peut aussi solliciter un cerveau qui est plus lent, mais ça va nous demander plus d'efforts. Et donc ici, je voudrais vous partager certains éléments qui peuvent, par exemple, nous donner des pistes pour faire travailler un peu plus notre cerveau lent et du coup nous permettre de déjouer un peu nos réactions biaisées. Alors, la première chose, selon moi, c'est finalement d'accepter nos stéréotypes et de ne pas culpabiliser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a vu, nous sommes stéréotypés. Nous avons besoin finalement de ce processus pour évoluer de manière plus simple dans le monde, de manière plus fluide aussi. Donc, ça ne sert à rien de se dire je ne vais plus être biaisé et plus être stéréotypé du tout. C'est impossible. Mais voilà, il faut faire avec, on est comme ça. Par contre, on va pouvoir agir par la suite. Et ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on a des stéréotypes qu'il ne faut pas cependant questionner l'origine de nos opinions. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que quand on me dit bah oui, les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation, bah, d'où est-ce que ça vient en fait concrètement? Enfin, je ne sais pas, objectivement, est-ce qu'il y a des données qui montrent que si on nous met dans une rue, on n'est pas capable de retrouver l'épicerie ou la supérette? Je ne pense pas. Donc toujours être en mesure de questionner l'origine de ces opinions. Ce qu'il est intéressant aussi de faire, c'est de se méfier de ses premières impressions. Parce que finalement, on parle souvent d'un feeling et ces premières impressions sont tout à fait importantes, mais c'est bien aussi de les back-upper un peu avec des données un peu plus rationnelles, de se donner un peu finalement de temps aussi, de temps en temps. Alors, ce qui est bien aussi, c'est de nourrir notre cerveau lent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, on l'a vu, ce cerveau, c'est un cerveau qui demande finalement une certaine concentration, qui est beaucoup plus logique. Et dans le fait de le nourrir, c'est-à-dire de lui donner finalement, de se donner des possibilités de s'ouvrir à des choses qui ne nous paraissent pas forcément complètement logiques dès le départ ou sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais de s'y intéresser, de s'intéresser à de nouvelles choses aussi. Et en fait, en nourrissant cette partie de notre cerveau qui est beaucoup plus lente, eh bien, on va pouvoir agir sur notre cerveau rapide. Et c'est là, en fait, que toute la magie opère, c'est que malgré le fait que nous serons toujours avec nos stéréotypes et nos catégorisations, on peut changer, ce qu'on peut changer, c'est les post-it. Donc, on aura des stéréotypes, mais on peut changer les post-it. On peut leur mettre aussi des valeurs qui sont différentes. On peut leur coller des caractéristiques différentes. Et en fait, par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous dis forêt, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des arbres? Eh bien, en fait, si vous commencez à lire, je ne sais pas, sur les forêts d'Île-de-France, si aussi tous les jours pendant cette période, vous avez la possibilité d'aller vous balader en forêt, vous verrez que, bah, évidemment, il n'y a pas que des arbres, mais vous allez découvrir plein d'autres choses.
Et donc, du coup, ça sera une façon de nourrir votre cerveau qui est plus lent, qui est plus rationnel. Donc, si vous commencez à lire des bouquins aussi sur le sujet des forêts, bah, peut-être que si on se revoit d'ici quelques mois, quand je vous dirai forêt, vous me direz, bah, en fait, champignons, parce que vous serez passionné pour les champignons. Et du coup, en fait, vous aurez le cerveau, cette partie du cerveau rapide qui, elle aussi, va changer. Alors, il y a aussi une autre piste pour agir au quotidien et essayer en fait de changer un peu ses perceptions, c'est aussi de pouvoir demander à son entourage de nous alerter. Si on sent que, bah voilà, on peut avoir des attitudes ou vraiment des biais dans nos façons de prendre les décisions, dans nos façons de juger les gens, on peut aussi demander un retour à d'autres. Tiens, en réunion, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que j'ai dit, ça te paraissait correct? Alors, sans pour autant toujours être dans la demande et l'attente de quelqu'un d'autre, mais voilà, confronter, en fait, l'idée ici, c'est de confronter un peu ses points de vue et puis d'être prêt ou prête à l'entendre. Donc ça, c'est vraiment aussi un deuxième aspect, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, simplement de demander, il faut aussi être prêt à confronter et à entendre ce qui est dit. Et c'est justement aussi dans la discussion, dans l'échange, qu'on va aussi pouvoir faire muter un peu ce cerveau rapide, parce qu'on aura appris peut-être des nouvelles choses dans un échange qui va nous permettre de nourrir une fois de plus notre cerveau, notre système plus lent. Et donc, du coup, de pouvoir aussi muter, de faire évoluer nos stéréotypes sur certaines choses. Ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en place un processus rationnel de prise de décision. Donc, par exemple, ici, alors ça paraît simple, mais de ne pas répondre instinctivement à quelque chose. On est quand même dans un moment où très souvent, on est dans l'immédiateté. Et cette immédiateté, cette rapidité, en fait, très souvent, elle va faire appel justement à notre cerveau beaucoup plus rapide. Et du coup, on va très souvent être dans quelque chose qui est de l'ordre d'une version simplifiée du stéréotype. Donc ici, quand je dis mettre en place un processus rationnel, c'est par exemple voilà, prendre quelques minutes, se donner le temps de la réflexion, chercher des données objectives sur quelque chose. Donc c'est aussi voilà, questionner nos opinions, aller chercher des données objectives, factuelles, pour prendre une décision ou pour fonder un avis sur quelque chose. C'est aussi du coup dans l'interaction, quand on interagit généralement avec les autres, bah, on peut se dire ah oui ok bon bah là je pensais ça mais finalement ce que tu me dis ça m'a l'air intéressant. Donc c'est aussi un petit peu comme le point d'avant. Et puis ça, si c'est de manière tout à fait individuelle, il y a aussi des pratiques plus collectives à mettre en place au sein d'une structure, parce que évidemment le travail sur les stéréotypes est un travail très individuel, hein. Vu que nous avons tous notre propre carte, nous avons tous eu une éducation, un milieu très différent, ou d'ailleurs pas, mais peu importe, nous aurons chacun une carte qui est tout à fait unique. Donc travailler sur ces biais et ces stéréotypes, c'est un processus qui relève vraiment de quelque chose de personnel. Néanmoins, parce qu'on a vu que ces stéréotypes et ces biais pouvaient amener justement à des comportements qui étaient des comportements discriminatoires, qui peuvent aussi amener à du sexisme, tel qu'on le verra la semaine prochaine, parce que finalement, les stéréotypes sont un terreau extrêmement fertile pour ce sexisme dont on parle beaucoup actuellement. Eh bien, c'est important aussi que l'entreprise prenne vraiment conscience de l'importance de traiter de ces questions-là. Et en fait, généralement, quand on met ces sujets au cœur des réflexions aussi en entreprise, c'est dans le but de casser les codes, d'avoir des équipes aussi qui soient plus diverses, d'avoir plus d'égalité. Et donc, si tel est le but en entreprise, eh bien, il va falloir communiquer son engagement. Il va falloir le communiquer pour qu'on sache finalement que, OK, moi je travaille pour cette boîte, ben, dans cette boîte, il y a une volonté d'aligner aussi des valeurs avec des engagements forts. Des engagements forts au niveau de la diversité, au niveau de l'égalité, et on va travailler finalement sur les racines de tout ça, qui sont ces stéréotypes et ces biais. Alors, en parallèle de ça, en parallèle de cette communication, il est pour moi essentiel vraiment d'aller former et sensibiliser. Alors, j'ai mis les collaborateurs, collaboratrices, mais c'est à tous les niveaux en fait. Les managers, les RH et aussi le top management. Parce que finalement, on a vu que ce phénomène est un phénomène qui était tout à fait inconscient, qui était inné
et qui nous amenaient à des comportements déviants. Et donc, du coup, en formant et en sensibilisant de manière beaucoup plus large dans l'entreprise, eh bien, on va permettre de faire germer une culture aussi d'entreprise qui permet de déjouer ces stéréotypes ou justement demander un avis à un autre, prendre le temps de répondre et de ne pas répondre de manière très rapide, va aussi être accepté et favorisé. Alors, un troisième aspect au niveau des actions à mettre en place au niveau de la structure, c'est aussi de disposer d'outils et de process pour la détection des potentiels et de leur accompagnement. Parce que ici, ce qui a été mis en avant, c'est vraiment aussi qu'au niveau des billets, donc je vous ai dit que depuis les années 70, il y a énormément d'études qui ont été faites sur les billets et on voit que ces billets interviennent à tout niveau, mais dans les processus RH aussi, évidemment, dès la sélection jusque justement l'accompagnement des talents, etc. Et en fait, ici, ça serait une clé, ce serait justement d'avoir des outils de détection des potentiels et de leur accompagnement qui permettent de déjouer ces stéréotypes. C'est-à-dire qu'on puisse déjà avoir cette conscience qu'ils existent et qu'ils existent dans tous les secteurs, y compris les fonctions RH, et d'avoir du coup des grilles qui nous permettent, de manière tout à fait rationnelle et structurelle, de pouvoir accompagner et de ne pas se dire direct d'entrée que ah oui, mais parce que c'est une femme, bah non, ça colle pas à cette case. Parce que c'est un homme, non, ça colle pas. Et encore une fois, hein, on n'est pas du tout sur des processus conscients généralement. Et encore plus, ce qui est encore plus difficile, c'est que très souvent, en plus, quand on agit comme ça, on va agir de bonne foi. Donc, c'est pas forcément dans le but de pénaliser. Donc, avoir vraiment un process RH qui soit exempt de stéréotypes, ou en tout cas sur lequel on a une conscience de ces stéréotypes. Et puis, finalement, c'est aussi être congruent dans la communication interne et externe. Si on affiche en entreprise une volonté de travailler sur ces questions-là, il va falloir aussi que dans la communication interne, on soit au clair avec les objectifs et on puisse les mettre en place de manière tout à fait opérationnelle et à tous les niveaux. Alors, évidemment, donc là, moi, j'ai pris un peu de temps ce midi pour vous expliquer le processus, en tout cas, de comment et de se créer ces stéréotypes d'un phénomène neuronal tout à fait basique à potentiellement de la discrimination et du sexisme. Donc, on n'en a pas parlé, mais le sexisme, c'est le thème de la semaine prochaine. Mais évidemment, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je dis qu'un voyage de milieu, ça commence toujours par un premier pas. Et le premier pas pour déconstruire justement ces stéréotypes, c'est celui d'être conscient de nos biais, conscient justement de ces stéréotypes que l'on a. Et ça, c'est vraiment le premier pas. Si on n'en est pas conscient, si on ne comprend pas comment notre cerveau fonctionne, et si on ne prend pas le temps de la réflexion, bah, ça va être difficile en fait de déconstruire. Et pour finalement arriver à cette déconstruction, comme je vous le montrais, en fait, ce n'est pas un processus qui sera uniquement individuel, surtout en entreprise. Évidemment, il va falloir une prise de conscience individuelle, mais aussi une prise de conscience finalement qui soit collective, parce que nous avons tous et toutes, à chacun des échelons de cette échelle d'une hiérarchie d'entreprise, un rôle à jouer pour les déjouer. Que nous soyons collaborateurs ou collaboratrices, quand il s'agit d'être potentiellement victime ou témoin, on peut avoir des actions, on peut poser des questions, on peut relever le fait que bah non, ce que tu es en train de dire, en fait, moi, ça ne me va pas. Donc, on peut vraiment se poser en acteur pour déjouer ces stéréotypes. En tant que manager, évidemment, on va avoir un rôle très fort. Premièrement, déjà un rôle d'exemplarité. Dans les processus RH, j'en ai parlé, avoir vraiment une trame qui permette de recruter, de gérer les talents, de les accompagner de manière exempte de stéréotypes. Et puis, évidemment, au niveau du top management et de la direction, là aussi, c'est vraiment je dirais, c'est une obligation d'exemplarité, mais c'est aussi une obligation de prendre des mesures concrètes. Il ne va pas suffire simplement de dire OK, moi, dans mon entreprise, j'ai envie qu'il n'y ait plus de stéréotypes, j'ai envie de lutter contre le sexisme, la discrimination. Non, non, il va falloir mettre des moyens parce que ces processus sont tellement ancrés que les déconstruire ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique.
Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour laisser du temps pour les questions. Je vous remercie en tout cas pour l'attention de ce presque monologue. Et du coup, je suis disponible pour vos questions. Alors, un petit rappel de fonctionnement, soit vous voulez poser vos questions de manière anonyme, donc vous avez les questions et réponses, ou alors vous souhaitez converser dans le chat, donc vous pouvez vous adresser bien à conférenciers et participants si vous voulez que tout le monde voit vos questions. Donc là, nous avons une question de Jean-Philippe. En tant que collaborateur, pas facile de dire à son manager ou plus, ou sa direction, même parfois certainement, de dire je ne suis pas d'accord, surtout sur des propos sexistes. Est-ce que Nadège, vous avez des bonnes pratiques en la matière Alors, pour nous aider à nous rendre acteurs? alors, du coup, pas facile, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pas facile à dire, surtout si la personne qui a ce genre de comportement, donc ici on parle de sexisme, est son manager direct. Néanmoins, le manager n'est pas la seule personne de l'entreprise, donc on peut aussi s'adresser à d'autres personnes. Il pourrait y avoir par exemple des collègues, déjà voilà, avoir un ressenti avec d'autres collègues, pouvoir en discuter de manière ouverte. On peut aussi passer par, alors en matière de sexisme, en principe, dans les entreprises de plus de 250 salariés, il doit y avoir un référent agissement sexiste et harcèlement sexuel. Donc cette personne est censée, par exemple, enfin pas par exemple, est censée traiter de ces sujets, est censée être la personne de référence dans l'entreprise. Donc ici, il y a d'autres personnes aussi que l'on peut aller voir. Et je sais que ce n'est pas évident et c'est ce que j'essayais aussi de dire. C'est pas en une heure, une demi-heure que on va pouvoir être complètement armé. Et, euh, et malheureusement, je n'ai pas de solution vraiment miracle. En effet, je pense que déjà pouvoir le dire, alors il y a une formule qui est un peu la formule de l'humour qui peut marcher si c'est difficile d'y aller vraiment de front. Euh, il y a en effet les responsables diversité, les élus, les représentants du personnel qui sont aussi des personnes de référence. Et si vraiment voilà, si c'est compliqué, on peut le faire sous le terme de l'humour. Interpeller d'autres personnes aussi, donc ne pas, par exemple, si ça se passe dans une situation où il y a d'autres personnes qui ont une réflexion sexiste, c'est pas voir le manager et lui dire non mais là qu'est-ce que tu me dis, je suis pas d'accord. C'est potentiellement d'en parler avec une personne tierce, mais qui se trouvera aussi dans la salle. Et je sais que oui, ça demande en effet un certain courage et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas évident, mais la personne n'est pas la seule dans l'entreprise. Il y a d'autres personnes référentes à qui on peut aller parler et à qui il faut aussi aller parler dans ces cas-là. Mais l'interpellation, ou en tout cas, ou alors, si ce n'est pas lui dire bah, moi ça ne me convient pas, poser une question. Alors, sur le terme un peu niais, tiens, moi je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça par exemple, ah bah Anne, vous direz bien nous faire le café encore aujourd'hui, par exemple, hein, mais que en fait Anne elle est manager comme tout le monde et que c'est un N+2 qui lui dit, bah Anne peut dire bah non, je comprends pas, pourquoi est-ce que j'irais faire le café. Ça peut être, voilà, avec une simple question, mais je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être même, si certains veulent, partager leurs, bonnes pratiques ou Jean-Philippe nous parle des référents qu'ils ont chez Aviva effectivement. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller voir ces référents, à en parler, comme vous le disiez si bien Nadège et c'est ce que nous disait aussi, Florence, ne pas rester seule avec cette situation, partager et parler. Alors Florence nous pose une autre question. Quels moyens préconisez-vous pour agir en collectif? Alors, ben, ici, au niveau vraiment de la structure, c'est ce que j'essayais de vous faire passer. C'est sûr qu'on peut changer, on peut avoir un regard différent sur ses propres biais, sur ses propres stéréotypes. Si la structure dans son ensemble n'a pas une démarche finalement proactive, ça va être compliqué. Donc, ce que moi, je préconise, c'est vraiment d'avoir une sensibilisation qui soit assez large, en fait. Alors, là, ça ne serait pas une sensibilisation que sur les stéréotypes, mais en fait, comme les stéréotypes sont à la base des comportements sexistes, finalement, c'est de sensibiliser
les collaborateurs, les managers, les RH, le top management, à ce qu'est le sexisme. Parce que le sexisme, depuis 2005, les agissements sexistes sont punis par le Code du travail, donc c'est pas juste une blague lourde qu'on fait dans l'open space et qui fait rire en fait personne. Non, c'est des actes qui sont condamnables par le Code du travail. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser, expliquer et montrer les différences, en fait, l'impact aussi. Alors, les différences entre la blague lourde et l'agissement sexiste, on est sur deux registres très différents, montrer les impacts finalement de ces comportements sexistes au quotidien qui sont extrêmement lourds pour l'individu qui en est victime, pour les témoins qui le subissent aussi sans pour autant pouvoir réagir, mais aussi pour la structure, parce que des collaborateurs ou collaboratrices qui seront victimes de sexisme, d'agissement sexisme, ou qui prennent leur ancrage vraiment dans ce qu'on a vu aujourd'hui, les stéréotypes, eh bien, seront beaucoup moins motivés à venir travailler. Donc, il y a un réel impact en termes individuels, en termes collectifs aussi. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de sensibiliser vraiment très largement, d'avoir aussi un plan égalité pro au sein de la structure qui permettent d'aller agir sur des éléments beaucoup plus structurels. Et, et- et pour compléter, Nadège, pardon, et puis c'est un petit coup d'autopromo, on va dire, dans l'espace Ma Bonne Fée, sur les parcours qui arrivent très bientôt, donc c'est un petit peu en exclusivité, puisqu'on aura ces modules de formation, de sensibilisation qui permettent justement de sensibiliser un très grand nombre de l'entreprise, puisque ça peut faire partie justement de votre politique RH, que ces modules soient suivis par tous vos collaborateurs. Donc voilà, ça c'est aussi une des manières de sensibiliser sur les sujets. Oui. Donc c'est à venir très prochainement, en mars. Et je vois dans un commentaire, on dit le sexisme ordinaire. Oui, le sexisme en mode ordinaire, mais c'est vrai qu'en fait, le petit mot ordinaire le fait passer comme euh, moins dangereux. C'est pas parce qu'il est ordinaire que, un, il n'est pas puni par le Code du travail, et deux, il n'a pas des impacts et des répercussions qui sont extrêmement importantes. Donc ce sexisme ordinaire, oui, c'est ça, le sexisme ordinaire, il naît sur base des stéréotypes, sur ces caractéristiques qu'on va coller aux hommes et aux femmes, sur le fait qu'il y aura des jugements de valeur qui seront posés, mais c'est pas parce qu'il est ordinaire qu'en fait, il n'est pas répréhensible, il n'est pas grave. Alors, on a une question plutôt RH sur des modèles d'accord diversité. Pour ça, alors sauf si vous avez si tu as des choses à compléter, Nadège, mais de toute façon, n'hésitez pas aussi à nous contacter chez Ma Bonne Fée, puisque ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons. Donc, n'hésitez pas Oui. à prendre contact avec nous ultérieurement. Oui, ça, en effet, sur des modèles, alors il y en a pas mal. Par contre, en effet, je veux bien avoir aussi une idée de quelle structure, finalement, pour avoir des modèles qui collent un peu mieux à la structure concernée. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture notre première session de sensibilisation? Alors, moi, s'il n'y a plus de questions, je serai preneur de vos retours avec votre cerveau rapide, retour à chaud sur cette session à laquelle vous avez assisté, alors soit en public, soit en privé, vous écrivez juste à conférencier pour nous dire est-ce que ça ça a été pertinent, est-ce que ça correspondait à vos attentes. Et Florence nous demande comment s'inscrire à la session la semaine prochaine. Écoutez, je vous invite, on va en discuter, Florence, on se connaît bien. Merci à tous de votre participation. Et puis, voilà, vous avez nos contacts. On se retrouve très bientôt. Merci à tous et bonne journée. Au Bonne revoir. journée.